La Minute Papillon. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Ossé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du cycle biologique des lépidoptères et en particulier des stades de chrysalide et de papillon. Lors de notre précédent rendez-vous, nous avons parlé des stades œufs et larvaires. Parvenue au dernier stade de son développement, la chenille se métamorphose en nymphe ou chrysalide, comme il est approprié de dire pour les lépidoptères. Elle correspond tout simplement au troisième stade du développement dans ce cycle biologique des lépidoptères. Il convient ici de distinguer la mue uniquement rencontrée durant le stade larvaire et la métamorphose. La mue est une crise, une phase de développement, une phase de changement de tégument, à savoir donc l'exuvie, qui permet à la chenille de grandir. En revanche, la métamorphose, durant le stade nymphal, est une série de transformations faisant passer la chenille à l'état de papillon. Ici, les changements sont complets et sont d'ordre physiologique, morphologique, métabolique, mais aussi physique. Les tissus larvaires se transforment en tissus imaginaux. Certains organes et appendices disparaissent, comme par exemple les fameuses fausses pattes qu'on appelle aussi les ventouses de la chenille. D'autres apparaissent, comme les yeux à facettes, les antennes, l'appareil génital, la trompe et les ailes. Sur le plan cellulaire, les cellules ne se transforment pas. Des cellules restent intactes. Par exemple, les cellules musculaires de la chenille se désolidarisent pour former de nouveaux muscles chez le papillon. Les cellules qui doivent constituer les organes propres au papillon, comme les organes génitaux ou la trompe, ne se développent et ne se différencient qu'au moment de la métamorphose à partir des disques imaginaux situés sous l'épiderme de la chenille qui les possède déjà depuis l'éclosion. À l'origine, ces cellules ne sont pas différenciées, mais génétiquement déterminées pour former les ailes ou les antennes par exemple. Ces cellules embryonnaires se multiplient au fur et à mesure des mues sous l'effet de l'hormone de la mue, l'ecdysone. Enfin, les organes propres à la chenille sont détruits et fragmentés en éléments primordiaux comme des acides aminés ou des acides gras qui sont réutilisés pour fabriquer les tissus adultes. Au moment de la métamorphose, le cerveau n'est pas détruit et formé à nouveau, mais profondément remodelé suivant trois manières à partir du cerveau existant de la chenille. Certains neurones meurent durant le passage de la vie larvaire à celle d'adulte. Certaines connexions synaptiques sont entièrement reconfigurées entre les neurones. Ainsi, certains neurones modifient leur forme, leur connexion, voire leurs propriétés pour se mettre à disposition d'une nouvelle fonction, comme par exemple le contrôle des ailes. Enfin, il faut savoir que d'autres neurones se maintiennent à un état embryonnaire durant la vie larvaire pour ne s'activer qu'à partir de la métamorphose. Malgré cette transformation profonde, le papillon semble conserver quelques souvenirs de sa vie larvaire. En effet, des expériences montrent qu'un papillon peut venir pondre sur les feuilles de la plante sur laquelle il a éclos et dont il a découvert la saveur à l'état de chenille. Ce type d'observation est expliqué par la neuroépigénétique. Le stade de chrysalide dure quelques jours, mais des espèces, comme nous le mentionnerons ultérieurement, hivernent sous cette forme, comme par exemple la carte géographique, la diane, le macaon ou encore l'aurore, qui connaît un long repos nymphal de 10 mois. Dans la nature, les chrysalides sont discrètes. Immobiles, elles mesurent quelques dizaines de millimètres. Il existe chez les lépidoptères différents types de chrysalides. C'est vrai, dans la nature, les chrysalides sont difficilement observables en raison de leur forme ou de leur couleur. Certaines peuvent mimer des brindilles, des feuilles mortes ou encore des fientes d'oiseaux. Ainsi, il faut savoir que la chrysalide peut être nue ou protégée dans un cocon de soie. En fait, la chrysalide est nue chez tous les rhopalocères, les papillons dits de jour, car ces papillons ne tissent pas de cocon, à l'exception de quelques espèces comme la sylvaine et chez quelques hétérocères. Dans ce cas, la chrysalide est tout simplement suspendue dans la végétation, sous une feuille par exemple, arrimée par ce qu'on appelle le crémaster, à savoir les crochets de son extrémité abdominale, au coussinet de soie préalablement tissé sur son support de métamorphose. Elle peut aussi être maintenue par une ceinture de soie. En revanche, chez la majorité des hétérocères,
les papillons dits de nuit, la chrysalide peut reposer librement dans le sol, dans une cavité souterraine ou dans un cocon protecteur. Dans le sol, comme chez les Spodoptera, tels que la noctuelle méditerranéenne, la chrysalide est enserrée dans une cuticule endurcie. Ici, l'enveloppe est semblable à une momie, on parle dans ce cas de pupa obtecta. Dans d'autres cas, comme chez le Bombyx du mûrier, le fameux ver à soie, la chenille se métamorphose dans un cocon protecteur plus ou moins épais suivant les espèces, constitué de soie. Nous devons le préciser, le cocon est une enveloppe de soie qui protège la chrysalide. C'est une protection très efficace. La promesse de la chenille n'engage pas le papillon, avait écrit André Gide. En effet, il faut savoir que par exemple, une chenille verte n'engendre pas un papillon vert, de même qu'une chenille apparemment moche n'engendre pas un papillon moche. En fait, les papillons ne ressemblent pas aux chenilles. Il n'y a aucun rapport entre les deux couleurs et l'aspect physique. Comme nous l'aborderons avec les stratégies des lépidoptères, la couleur dépend de la nécessité de camouflage ou de communication visuelle. À la fin de la métamorphose, la chrysalide est devenue plus foncée et l'individu sous forme de chenille s'est donc transformé en papillon. Il doit sortir de l'enveloppe solide. Pour cela, il va utiliser sa salive, une salive riche en enzymes pour dégrader la soie sur une petite zone qui va lui permettre de sortir. L'enveloppe nymphale se fend, le papillon inspire profondément pour gonfler son corps et élargir la fente par laquelle il va se glisser, libérant progressivement ses appendices. Le papillon déploie ses ailes hors de cette enveloppe, par injection de l'hémolymphe dans les nervures. À ce moment-là, sa taille et sa couleur sont définitives. Le papillon ne grandira pas et ne grossira plus. Toutefois, avec le temps, ses couleurs peuvent devenir pâles et il peut ternir. À la sortie de la chrysalide, à la sortie du papillon, le cocon contient les restes de la chrysalide et la dernière mue de la chenille. Cette sortie est très rapide et dure à peine quelques secondes. Il est difficile d'assister à cet événement dans la nature. Par contre, avant son premier envol, le papillon doit attendre pendant 1 à 2 heures. Il doit attendre que l'hémolymphe gonfle ses nervures et que ses ailes durcissent, sans quoi il ne peut pas voler. Les premières heures du stade imago sont donc très critiques. Par la suite, l'activité du papillon sera simple, se nourrir, s'il a besoin de le faire, éviter les possibles menaces que nous détaillerons ultérieurement, et chercher un partenaire sexuel pour s'accoupler et assurer une descendance. Dans la biologie des lépidoptères, il ne faut pas oublier le génome. En effet, les lépidoptères présentent un génome original. Théoriquement, un lépidoptère, quel que soit son stade, présente 31 paires de chromosomes. À titre de comparaison, l'abeille femelle en possède 16 et nous les êtres humains 46. Toutefois, il existe des exceptions, comme souvent d'ailleurs chez les insectes. Par exemple, d'après la littérature, l'azuré de l'Atlas possède le record de 400 chromosomes. Les lycènes n'en possèdent que 24, mais ce nombre varie au sein d'une même famille puisqu'il y a des fusions et des fragmentations de chromosomes. L'espèce Heliconus melpomene, espèce vivant dans les forêts d'Amérique du Sud, possède 21 chromosomes qui sont le support de près de 12 600 gènes. En 2011, une étude sur le papillon monarque révélait qu'environ 16 866 gènes sont nécessaires à la synthèse de protéines.
Les chromosomes du lépidoptère sont très petits et punctiformes. En fait, il faut savoir que souvent, la quantité d'ADN est petite chez les lépidoptères. La chenille et le papillon, il est important de le préciser, possèdent exactement le même ADN. Mais au cours de ces deux stades, il n'est pas exprimé de la même manière, notamment à cause des hormones qui activent ou répriment certains gènes, elles-mêmes dépendant des conditions environnementales. C'est la raison pour laquelle, notamment, sur un plan morphologique, au cours de la métamorphose que nous avons vue, des appendices de la chenille disparaissent et d'autres apparaissent chez le papillon. Certains gènes interviennent dans les stratégies des papillons que nous aborderons ultérieurement. Par exemple, en 2011, une étude a mis en évidence le fait que le mimétisme du papillon amazonien Heliconus numata et son efficacité s'expliquent par la cohésion d'une trentaine de gènes au sein de ce qu'on appelle un supergène. D'autres supergènes expliquent le camouflage chez les papillons de nuit. Des travaux sur le papillon monarque ont permis d'identifier plusieurs familles de gènes dans les principaux aspects de la migration saisonnière ou dans le traitement de la lumière du soleil. Une quarantaine de gènes s'expriment différemment dans le cerveau d'un monarque migrant par rapport à un papillon non migrant. Enfin, pour terminer, il faut savoir qu'une étude publiée en 2015 révèle que des gènes provenant de guêpes parasites seraient présents dans le génome de nombreux papillons aujourd'hui. Acquis par l'intermédiaire de virus associés aux guêpes et pénétrant dans les chenilles au moment de la ponte du parasitoïde, ils serviraient d'antidote aux papillons pour se protéger contre d'autres virus. Ainsi, des restes de cercles de bacovirus peuvent être détectés dans le génome de nombreuses espèces de papillons, comme par exemple le monarque, le ver à soie, et des papillons ravageurs des cultures, comme le légionnaire d'automne, Spodoptera frugiperda, ou la noctuelle exiguë, Spodoptera exigae. La Minute Papillon, une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Ossé.